Eh bien, bonjour à tous. Alors, une petite vidéo pour expliquer comment ça marche, le fait de créer des mondes et comment ça a marché sur la Terre. Bon, ceci étant dit, de ce fait, ce qui arrive sur la Terre est un procédé totalement routinier, je dirais, dans le multivers et bien au-delà. Donc ça, il y aura des vidéos sur un phénomène d'au-delà. Donc, là, je vais vous faire donc le détail entre la naissance de la planète jusqu'à la dernière, enfin peut-être pas la dernière, mais en tout cas une des dernières extinctions, en fait, jusqu'à 65 millions d'années. On va voir un petit peu le rôle des jardiniers de la Terre et surtout comment la vie a été créée sur Terre et en fait pourquoi il y a eu des petites, moyennes et grandes catastrophes et des petites choses comme ça. Donc là, je m'appuie sur des dates, on va dire, donc archéologiques, donc les fossiles, les choses comme ça, bon, en sachant qu'il ne faut pas oublier que ce qui est trouvé dans le sol, on va dire, de ce fait de l'humanité, quand elle creuse et elle trouve des fossiles, elle trouve approximativement beaucoup moins d'1% de ce qui a existé. De ce fait, c'est pas très... les humains ont fait une chronologie d'événements, de choses. Alors la chronologie, c'est presque ça. Ça donne une indication à peu près des stades. Mais par contre, le volume de vie présent sur Terre n'est pas vraiment quantifié correctement. Il était beaucoup plus important à chaque étape. Mais en fait, comme on retrouve une infinitésimale partie de ce qui a pu exister, pas possible pour les scientifiques d'estimer est-ce que les océans étaient à moitié pleins, carrément pleins, très très pleins. En fait, ils n'en savent rien puisque selon les époques, on ne retrouve qu'une partie vraiment très très faible des fossiles, puisque tout le reste s'est décomposé naturellement, a créé, on va dire, des matières naturelles, des choses comme ça, le calcaire, des choses de ce genre. Il y a beaucoup de calcaires qui sont issus des calciums marins, donc les calciums marins qui sont les squelettes, bon ça ils le savent les scientifiques, hein, les squelettes en fait des organismes vivants dans les mers. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été trouvées, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont jamais été trouvées. Et on verra dans une autre vidéo justement les choses qui n'ont pas vraiment été trouvées ou en quantité infime et qui représentent en fait des erratums entre guillemets, donc des petites choses comme ça qui se présentent et qui n'ont pas de sens chronologique pour l'humanité. Bon, sachant que l'humanité ne fait pas beaucoup d'efforts en commun, je dirais, pour réfléchir 5 minutes correctement. La science ralentit véritablement l'évolution des humains en butant sur des éléments pourtant évidents. Donc bon, ça, on regardera ça plus tard sur plutôt l'aspect Atlantide, cette période-là, en fait, les civilisations passées, pourquoi l'humanité bute à ce point-là et comprend rien. Donc bon, ça sera plutôt vers la fin de l'histoire des hommes, parce que c'est assez proche de nous. Donc là, on revient. Alors, première étape, il faut une planète pour mettre la vie dessus. Hein, donc, sachant que les jardiniers de la Terre... très très loin, à Paris-Estiran par exemple, étudier cette zone-là parce qu'ils savaient que prochainement, d'ici un certain temps, ils auraient la nécessité de semer la vie dans ce petit coin-là. En fait, avant même que le système solaire ait donné naissance à la Terre, les jardiniers de la Terre observaient cette région-là. Ils avaient en gros une sorte de caméra. Alors c'est pas une caméra, c'est simplement de la lecture dans l'éther, mais par la technologie. Ils regardaient dans l'éther à partir de technologies très puissantes. Ils regardaient cette zone-là parce qu'ils savaient qu'un système solaire naîtrait là et qu'il faudrait à un moment donné semer la vie. Il faut bien réfléchir que les jardiniers de la Terre en fait vivent des milliards d'années et même plus longtemps que le système solaire ne vivra, en tout cas celui-ci. Donc ils ont le temps. Ils ne sont pas pressés et ils attendent que les choses arrivent. Donc, quand ce système solaire a vu le jour, bon, bah, ils se sont dit, ah, ça y est, ça a vu le jour. Donc, à un moment donné, a été décidé de dépêcher une équipe pour, en fait, assister la création. Puisqu'en fait, les jardiniers de la Terre, c'est toujours le même principe, ce sont des assistants de création, bien sûr confondus avec les dieux, hein,
l'imagerie populaire est complètement dégénérée des humains, et bon, avec une mémoire de Piaf et compagnie. Donc bon, l'idée c'est ça, c'est qu'en fait, il était nécessaire d'assister la création, car il faut bien rappeler, et vous pouvez le constater tous les jours en sortant ou en regardant des petits oiseaux et ceci, cela, vous ne voyez pas dans la nature à l'heure actuelle des évolutions. Vous n'avez pas dans la nature aujourd'hui, par exemple, des espèces qui sont en cours de création. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Darwin, la théorie de Darwin est presque vraie, sauf qu'elle est beaucoup plus fausse que vraie. Certaines espèces s'adaptent en fonction, évidemment, de leur environnement, mais véritablement, la création d'espèces et l'émergence d'une espèce elle-même ne démarre pas du tout d'une sorte de bouillon de culture. Bon, certains scientifiques ont avancé que c'est les volcans qui ont fini par faire des petites bouillies de bactéries à leurs pieds dans la petite eau chaude, et qu'un jour il y a une petite bête qui est sortie de là, et puis 15 jours plus tard, hop, ça a fait un petit reptilien, et puis ensuite ça fait un petit mammifère. Bon, toute la théorie qu'ils avancent est à la fois stupide et en fait invérifiée et non vérifiable, tout simplement parce qu'en fait, si ce phénomène de petites bactéries qui évoluent avait existé, aujourd'hui vous auriez dans certaines parties du monde, là où il y a des petits volcans, là où il y a là où il y a de la nature, vous auriez en fait des croissances d'espèces de façon naturelle. Les petits bouillons de bactéries volcaniques vous fourniraient des petites bêtes bizarres. Et ces petites bêtes bizarres donneraient d'autres bêtes bizarres, et au fur et à mesure, on aurait des humains qui émergeraient comme ça, sans qu'on s'en soucie. Et pourquoi ça n'est pas le cas? Mais parce que la courbe d'évolution d'un monde n'est absolument pas construite de façon dite naturelle, et en fait la vie n'émerge pas toute seule comme ça en un claquement d'œil. En quelques millions d'années, un petit bouillon de culture dans une mare donne un petit bouillon de culture dans une mare. Il n'y a pas un être humain qui naît d'une petite mare à un moment donné, ou avec une évolution comme ça sur des millions d'années, tout d'un coup, on passe d'une petite mare, des petits insectes, des petits machins, puis un jour, pouf, un primate, on ne sait pas pourquoi il apparaît, mais c'est comme ça. Donc en fait, bon, voilà, ça c'est encore une fois en fait des conclusions erronées, sorties de l'esprit de gens qui n'avaient pas accès à la vraie connaissance. De ce fait, ont imaginé des théories, et ces théories sont bien sûr apprises, et on les répète aux générations suivantes et suivantes et suivantes, et l'erreur se répète, se répète, se répète, se répète. La vraie connaissance est quasiment inexistante. On a un vide sidéral entre ce qui s'est passé et véritablement ce qui est constaté, et l'imagination que les humains ont eue pour créer, on va dire, les choses. Je dirais que quasiment les religions ont un regard plus mystique, et donc plus magique, donc un peu plus près de ce qui s'est passé du niveau des jardiniers de la Terre. Bon, même si les religions ne vont pas détecter véritablement ce qui s'est passé et font confiance à des vieux écrits qui datent et qui datent, néanmoins, c'est presque mieux expliqué dans on va dire, les théories religieuses que dans la science. C'est pas... bon, voilà. C'est comme ça, en fait, il y a un petit fond de vérité qui se cache derrière certains textes religieux qui sont issus d'autres textes et qui sont issus d'autres constatations et retours de parlotte entre les peuples humains qui ont, à un moment donné, émis ah bah oui, il y avait des dieux, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Bon, voilà. On va dire, le bouche à oreille et la légende est quasiment plus vrai, en fait, que la constatation scientifique qui est complètement fausse et qui n'aboutit à rien, puisqu'en fait, il n'y a pas de logique réelle dans la constatation scientifique, malheureusement. Ils ne sont pas capables de voir que leur théorie ne colle à rien, puisqu'elle ne marche pas de nos jours. De nos jours, aucune nouvelle espèce n'émerge, aucune nouvelle espèce n'est créée, aucune nouvelle espèce, en fait, évolue. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Et on n'a pas de maillon. On devrait encore avoir de nos jours dans les forêts, dans les bois, partout, n'importe où, des maillons de chaînes d'évolution, des nouveaux trucs. En fait, on a le nouvel humain, oui, le crétin connecté. Bon,
Ça, c'est un maillon, mais ça, c'est le maillon faible. Hein. Donc, bon, le problème, c'est ça. Oui, on a une nouvelle espèce, mais c'est une dégénérescence d'un humain, l'humain naturel, celui qui vit à la campagne, qui cultive sa terre, des choses comme ça. Là, on a l'humain sur le béton. Et la technologie, c'est pas forcément une évolution, c'est une régression. Et on a toujours quand même plus ou moins le même corps, beaucoup plus faible, oui. Mais effectivement, pas de muscles, pas de viande sur le gars, voilà, pas de bras, pas de chocolat, bah, bref, on est sur un humain maigrichon avec un cœur de poule et qui va mourir à 50 ans parce qu'un jour il fera un effort, il sortira de son appart pour faire 3 mètres dans la rue et il tombera mort d'une crise cardiaque tellement il est faible. Donc voilà, c'est à peu près l'humanité d'aujourd'hui, quand même une humanité qui dégénère. D'ailleurs, comme dans beaucoup de films, on peut le voir, dessins animés ou autres, une humanité à côté de la plaque. Donc bon, revenons donc à la création. Bon, la petite planète se crée toute seule, n'a pas besoin qu'on l'assiste. Ça, c'est un travail qui est fait, on va dire, de façon naturelle, avec des lois naturelles. Un petit soleil qui explose, qui fait tout un tas de petits trucs. Ça, je ne vais pas l'expliquer parce que c'est un autre domaine. Ça appartient, on va dire, aux architectes, entre guillemets, des univers et des multivers. Là, on va prendre la planète, elle est encore bien chaude, hein, elle a 4 milliards et demi d'années. Bon, les scientifiques datent à peu près l'âge de la planète à cette époque. En réalité, elle est légèrement plus vieille, mais simplement, elle est légèrement plus vieille, mais c'était une protoplanète. C'était une boule de feu incandescente, en pleine fusion, donc c'est un peu plus vieux que ça, mais à peine. Ensuite, notre petite planète Terre commence à un petit peu refroidir et on peut poser le pied dessus sans trop se brûler. Là, on est à 4,6 milliards d'années, il n'y a que dalle. C'est un bloc de pierre qui n'est pas très gros, hein, qui est moins gros qu'aujourd'hui, donc qui a une taille qui est nettement inférieure, puisque la croissance de la planète s'effectue au fur et à mesure des cycles. Elle grandit, elle s'évide, je l'avais déjà expliqué, bon, c'est le système d'ébullition en fait du magma qui fait que ça fait de la place. Alors là, dans ce descriptif, je ne vais pas loger réellement l'époque de l'Agartha, je ne vais pas loger les différentes bases jardiniers de la Terre, je vais vous donner quelques petites choses, mais je ferai dans cette suite de vidéos, je ferai un aparté, tout ce que nous, les jardiniers de la Terre, on a construit sur la Terre au fur et à mesure, les petits trucs, les petites bases, et je ferai une vidéo plus complète là-dessus, justement, l'évolution en fait de l'implantation des jardiniers de la Terre, ça fera le départ de la création de l'Atlantide. Donc ça sera l'avant-Atlantide, mais ça, je daterai tout ce qui a été fait, tout ce qui a été construit, les essais, parce que c'est un peu des essais, les essais de civilisation, un petit peu hors temps par rapport à ce qu'on estime aujourd'hui, et j'essaierai de vous donner les petites preuves que les humains ont trouvées de tout ça, sans pouvoir l'expliquer, d'ailleurs. Donc voilà, ça s'appelle les Oopart ou je ne sais plus quoi, donc les trucs qui sortent d'ailleurs, qui sont datés très très lointains et qui n'ont rien à foutre là, d'après l'histoire officielle. Donc, on commence à avoir véritablement, donc nous, les petits jardiniers, on prend notre petit vaisseau, on part de Paris-Estiran, et puis on débarque sur la Terre à peu près 3,8 milliards d'années, et on va commencer sur on va dire, un bloc de terre et d'eau. Alors, je tiens à préciser que l'eau était déjà présente sur Terre, puisque il y a peu, certains scientifiques, plus intelligents que les autres, ont fini par déterminer qu'en fait, la composition des volcans, de la roche, du feu et de la fumée, en fait, finissait par faire de l'eau. En fait, oui, juste parce que c'est naturel, en fait. C'est naturel. Beaucoup de scientifiques ont dit que c'était les comètes qui avaient mis de l'eau sur la Terre en apportant chacune un seau. J'avais déjà expliqué que c'était complètement stupide. Et en fait, l'eau sur Terre est apparue, en fait, parce que les volcans, en fait, ont généré une atmosphère qui a permis, en fait, avec les différentes briques chimiques, hydrogène, carbone, la petite fumée de soufre et ceci, cela. Un scientifique, une fois, il a fait un calcul, il a dit, bah oui, mais si on prend de l'hydrogène, on prend ci, on prend ça, on la met dans l'atmosphère, on chauffe et eh ben, on fait de l'eau. Bah oui. Pourquoi? Bah parce que c'est un système naturel. Donc, je ne vais pas prendre des bases scientifiques et vous expliquer précisément comment l'eau s'est faite dans l'atmosphère, parce qu'il y a un scientifique qui a deviné bêtement, mais il a fallu qu'on arrive là, dans ces 10 dernières années, pour que le gars il sorte ça. Donc jusqu'à maintenant, l'eau venait des comètes.
on est dans des idioties classiques, mais pourtant, en fait, l'eau était déjà présente au début, en moindre quantité, puisque c'était pas fini qu'elle se crée réellement. Il y en avait un peu moins, mais il y avait déjà de l'eau sur Terre, et parce que la planète s'est créée en la fusion en fait du magma et toute la chimie en fait des volcans a créé de l'atmosphère, de l'eau, et tout ça se fait naturellement. C'est un système dit naturel. Il n'y a pas besoin d'intervenir et de faire de la terraformation pour que l'oxygène et toutes ces choses-là apparaissent. En fait, le taux d'oxygène sur Terre était très bas au départ. Oui, les plantes ont participé à créer l'oxygène, mais il y avait déjà des briques d'éléments naturels qui permettaient, on va dire, de faire la vie. Et le point de départ de la vie sur une planète, c'est l'eau. Donc les océans aussi, et plus il y a d'océans, plus la chimie de la planète a créé de l'eau, plus on va pouvoir mettre de la vie complexe. J'expliquerai plus tard que sur Mars, il y avait de la vie patati patata. Donc, un peu avant la Terre. Donc, revenons. 3,8 milliards d'années, nous avons de l'eau. Donc, les jardiniers de la Terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils débarquent avec leur petit vaisseau, ils ne se posent pas, parce que la croûte est instable quand même, l'ensemble est instable, par prudence, on ne se pose pas. On descend de son petit vaisseau, et là, il y a très peu de jardiniers de la Terre qui viennent. C'est des équipes très limitées, moins de 20 personnes. Donc là, on a des généticiens, donc des généticiens de l'océan. Là, c'est vraiment, on s'occupe des océans, on s'occupe de rien d'autre. Pour l'instant, il faut que les océans produisent en fait des bactéries. Donc là, c'est des microfossiles qui sont créés, des cyanobactéries, des eucaryotes, des trucs comme ça. Donc, et de multiples choses qui ne sont pas répertoriées, en fait, les jardiniers de la Terre viennent et ensemencent la vie dans les océans. Dans l'atmosphère aussi, il y a moyen de mettre des bactéries, il y a moyen de créer un système, en fait, qui va commencer à créer, en fait, des briques fondamentales d'atmosphère, d'oxygène, en fait, de toute chose qui peut servir. Et de ce fait, alors, le mode de création est toujours le même. Là, je le rappelle pour ceux qui en fait, peut-être ne connaissent pas le mode de création des jardiniers de la Terre. Là, c'est toujours le même concept. Les jardiniers de la Terre qui sont là sont spécialisés, donc ils savent exactement ce qu'ils vont créer. De ce fait, ils ne créent pas à partir d'un laboratoire. Le laboratoire, c'est eux. Et tout est émis par la pensée dans l'incréé, c'est-à-dire donc la fameuse en fait l'incréé en fait c'est la limite entre la matière et la dite non matière, mais c'est surtout en fait notre petit scientifique préféré Mr Planck appelait ça la barrière de Planck ou on va dire la fin de ce qui est créé. Et effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Un jardinier de la Terre conçoit dans l'incréé. Il conçoit sa petite bactérie, il conçoit son petit microbe, il conçoit ce qu'il va exporter dans la matière. Donc tout ça se passe au-dessus de la 30e dimension. Le jardinier de la Terre va concevoir, par exemple, un nombre impressionnant. Là, il n'y a pas de limite. La force de création d'un jardinier de la Terre est directement liée à son âge, à son expérience et à sa puissance personnelle. De ce fait, par exemple, là, on n'était pas très nombreux, mais on créait des toutes petites choses. Donc, il y avait moyen de les surmultiplier. Donc, par exemple, on crée une cyanobactérie. Bon, on la crée dans l'incréé. On va la programmer, on va la dessiner, entre guillemets. On peut faire un zoom, dessiner la cyanobactérie, lui donner une petite chaîne d'ADN. On va lui créer tout un tas de petites spécificités en fonction de la planète qu'on est en train d'ensemencer, du pH de l'eau, des choses comme ça. Donc, on va créer un organisme qui est capable, en fait, de rendre service à cet environnement. Les premiers organismes. Donc pour ce faire, dans l'incréé, on va créer donc quelque chose d'adapté, pile poil, de façon à ce que ça puisse servir, parce que si on crée un truc, on le balance dans l'océan, poum, il meurt, bon, pas rentable. De ce fait, l'expérience évidemment des individus qui sont présents est déjà avérée. On n'a pas des jardiniers de la Terre qui se pointent et puis qui ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire. C'est pas du tout ça en fait. Ils savent parfaitement ce qu'ils vont faire, c'est les premiers stades. En quelque sorte, on suit un cahier des charges, d'abord mettre ci, d'abord mettre ça. Donc, là, il y a création de très grandes quantités de cyanobactéries, de microfossiles, de choses comme ça, donc des microbébêtes.
on va les créer, dans l'incréé. Une fois qu'on en a créé 1 milliard, 10 milliards ou 100 milliards, ce qui est en fait des nombres infinitésimaux par rapport à leur taille, puisqu'ils sont tout petits, et une fois qu'on est prêt, que ça c'est valide, simplement, le jardinier de la Terre va simplement faire passer toute sa création de l'incréé au créé. Donc là, dans l'incréé, il a conçu plein de milliards de cyanobactéries. Ensuite, il va créer ça dans l'océan, il ne va pas les faire à l'extérieur, puisque ce sont des bactéries qui ont besoin d'eau, et il va injecter dans l'océan, à un moment donné, 100 000 milliards de bactéries, de cyanobactéries, parce que c'est là qu'il faut les mettre. Il les injecte dedans par pure création. Là, on est sur le concept de création à partir de l'esprit. Là, c'est là où la religion va rejoindre en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des soi-disant pseudo-dieux qui créent des trucs. Donc, effectivement, c'est un acte de création. Alors, c'est un acte qui simplement existe, parce que les jardiniers de la Terre font comme ça, tout est créé par la pensée, c'est la pensée créatrice, et c'est là où les jardiniers de la Terre sont, en fait, les assistants de la source. Ils assistent la source à faire des créations tridimensionnelles. C'est le rôle des jardiniers de la Terre, c'est la fonctionnalité, c'est pour ça qu'on va appeler ça des jardiniers de la Terre. En fait, ils jardinent sur Terre, voilà. Donc là, il y a injection à cette époque-là, là, on injecte tout un tas une base de vie très petite, qui va créer en fait toute cette base de vie va en se nourrissant, en brassant de l'eau, en proliférant, va commencer à rejeter des gaz, à rejeter d'autres bactéries, à créer la vie. Et les choses en fait sont laissées un certain temps. Là, on voit que à 3,8 milliards, 2,8 milliards et 2,1 milliards, les hommes ont trouvé des fossiles, des microfossiles de cyanobactéries, des eurocaryotes, des choses comme ça. Bon, voilà. Et plein d'autres choses. Là, ça n'est que, on va dire, 1% minimum de ce qui existait. Donc, il y a tout un tas de vie qui s'installe et qui prolifère. Alors, sur plusieurs milliards d'années. Nous, on est venu à peu près à 4 milliards d'années. Et les premiers relevés humains de fossiles se sont faits vers 3,8 milliards d'années. Le temps que tout ça s'installe et que tout ça commence à mourir, donc pouvoir être pris dans des couches en sédimentation. Donc, tout ça, ça va durer extrêmement longtemps et ça va créer une petite base d'une petite bouillie dans l'eau là qui va permettre à d'autres vies de s'installer. Donc voilà, on n'était pas très nombreux pour ce phénomène. Moi, j'étais déjà là, bien sûr, puisque je suis le commandant de l'expédition. Donc, on a créé des choses hyper basiques. C'est assez rapide, on n'est pas resté très longtemps. On est revenu plusieurs fois, faire des petites retouches, en remettre, ajuster, faire du complément. Mais on n'est pas venu très nombreux. On n'avait pas besoin d'un très grand nombre de jardiniers de la Terre. On faisait des choses hyper basiques. Donc, c'était, on va dire, des petites missions éclairs. Là, les jardiniers de la Terre ne restent pas sur Terre, ils viennent, ils font le petit boulot, en 4-5 jours c'est fait, hop, on s'en va, on revient parfois quelques milliards d'années plus tard, on remet quelques petits trucs et on repart. On s'occupe des choses, mais c'est très limité. Ensuite, en fait, après, à partir de 2,1 milliards d'années, et on va dire, alors là, il y a il y a un saut entre guillemets, vous voyez, on est à 4,6 milliards pour la création, nous on vient à 4 milliards, à 2,1 milliards, donc quasiment 2 milliards d'années, il ne se passe pas grand-chose, il faut que tout ça, ça travaille tout seul, on laisse la vie s'installer, mais c'est une vie extrêmement petite, il n'y a rien de gros sur Terre. Là, après, à partir d'à peu près, c'est ça, à la fin des 2,1 milliards d'années, là, on vient 3 fois et on va vraiment ensemencer un petit peu plus. On va continuer à ensemencer pour que ça continue de croître. Donc, voilà, ça se passe. Et là, on arrive véritablement, on a un petit palier de création qui s'installe à 580 millions d'années. Donc, on peut voir que ça fait presque 4 milliards d'années que ça bricole dans les océans en très petite quantité. Il y a peut-être des petites bactéries de toute façon, les bactéries débordent des océans, elles vont sur Terre, mais il n'y a pas de vie complexe. Il n'y a quasi pas de plantes, il n'y a quasi rien du tout. C'est tout ce qui est microscopique qui s'installe en premier. Et ça prend
beaucoup de temps, parce que tout ce microscopisme, justement, même si ça ne se dit pas, en fait, crée énormément de bases de vie. Ça crée énormément de... En fait, ça modifie l'atmosphère, ça modifie le pH de l'eau. Ce sont dans des conditions extrêmes. La volcanologie est très importante, les chaleurs. Il faut savoir que la planète Terre se trouve légèrement plus près du Soleil. Il fait très chaud et il y a une couverture nuageuse autour de la Terre très épaisse. Ce qui permet que le système est hyper tropical, hyper chaud. Et en fait, c'est un bouillon de culture. La Terre est un bouillon de culture à cette époque-là. Donc c'est ce qui permet à la vie de s'installer, mais une vie très précise, parce qu'en fait une vie qui n'existe plus de nos jours, parce qu'en fait les conditions sont rarement réunies pour créer ce bouillon de culture. Il faut vraiment des zones où si des cyanobactéries, des choses comme ça existent encore, c'est dans des zones très très particulières, n'existent plus de nos jours. Alors, à partir de 580 millions d'années, bon, on commence à amener des petits trucs en plus, on arrive et on rajoute, alors là c'est là c'est quoi? Chamiodiscus, plus tout un tas de choses. Là je vous donne un nom parce que ce sont des classifications qui existent. Là on est à 580 millions d'années. Là, vous voyez, on a quand même fait un saut de 4 milliards d'années. Hein. Donc pendant 4 milliards d'années, c'est pas très intéressant, il se passe pas grand chose. Et nous-mêmes, on n'est pas venu beaucoup. Donc là, 580 millions d'années, les choses se posent, on commence à injecter encore un petit peu de vie dans les océans. Sur Terre, il ne se passe pas grand-chose, on laisse juste, on va dire, peut-être des lichens, des choses comme ça s'installer, des petites bactéries proliférer, mais c'est tout. Hein. À 550 millions d'années, petit détail, les jardiniers de la Terre construisent une base. Donc en Australie, ce que moi j'ai appelé le temple du multivers, donc en Australie, on pose une première base dans laquelle on va installer tout un procédé très complexe, une base très grande, de façon à pouvoir rester parfois un peu en permanence, de façon à... La Terre sert en fait d'astroport, entre guillemets, s'il y a des gens qui sont dans le coin, ils viennent, ils garent la voiture, on discute un peu, on mange un morceau, on boit un petit café, puis on repart. Donc là, véritablement, il y a une base. C'est la première base à plein temps qui va permettre parfois que certains jardiniers de la Terre restent dans ce petit coin-là, soient relevés. Hein, c'est plutôt quelques jardiniers de la Terre qui veillent au bon déroulement des choses. Et là, on n'en laisse pas beaucoup. Ils restent un peu par là. Ensuite, ils retournent sur Paris-Esturan ou sur leur monde. On en met d'autres. Bon, là, on surveille un petit peu la création pour voir si tout se passe bien. C'est la première fois qu'on reste sur place. À l'échelle des jardiniers de la Terre, en fait, c'est très court tout ça. Donc, ensuite, à 540 millions d'années, bon, on commence à créer des choses un petit peu plus imposantes, des trilobites, des nautiloïdes, et les océans sont poussés à s'équilibrer, parce que comme une vie plus volumineuse doit s'installer, il y a un travail d'équilibrage des océans de façon à ce que l'eau des océans deviennent un peu plus propices à la vie. Parce que pour l'instant, les seules choses qui pouvaient vivre là-dedans, c'était des bactéries extrémophiles. On va dire des trucs capables de supporter des grosses températures, des grandes variations, beaucoup de soufre, beaucoup de composés chimiques créés par les volcans. La planète se refroidit énormément et on va commencer à pouvoir installer un petit peu plus de vie. Alors, petit détail, en fait, vers à peu près 530 millions d'années, on a un petit bombardement de Dédé. Alors nous, on avait vu ça il y a très longtemps. En fait, on l'a replacé dans le contexte. En fait, il y a une étoile qui était complètement moribonde, très très loin dans l'univers. En fait, dans notre galaxie en tout cas, une étoile qui était en fin de vie. Et de ce fait, comme une étoile, quand elle est en fin de vie, il y a beaucoup de démurgiens qui viennent s'installer à la surface. Quand l'étoile a explosé, en fait, elle a émis énormément de matière qui s'est propagée tout autour. Donc, il y a une étoile qui a explosé assez près, entre guillemets, à quelques années-lumière d'ici. Certains débris, en fait, sont arrivés et se sont écrasés sur Terre, physiquement. Donc, en fait, une pluie de météorites importante, venant de très très loin, et sur cette pluie de météorites, en fait, il y avait des petits Dédés, en fait, les restes des Dédés qui vivaient sur cette étoile. Simplement,
énergétiquement parlant, composé d'une masse noire, une masse noire compacte, entre guillemets, plus du côté huile noire, des choses comme ça, comme dans X-Files. Donc, et nous, on avait vu en fait que c'était la première fois qu'il y avait un apport de DD, on va dire, en conséquence. Un apport conséquent de DD. Et ces petits DD débarquant sur un monde nouveau se sont simplement mêlés au paysage. Et à l'époque, il n'y avait quasi rien que de la roche et des petites bactéries, un petit peu de vie dans les mondes marins. Donc quand ils ont atterri sur Terre, ils se sont, ça c'est un peu des DD en fait de base, ils se sont mêlés au cadre et ils ont imité ce qu'ils ont trouvé, donc des petites vies sous-marines, des petites vies marines et de la roche, des choses comme ça. Donc ça, ce sont les premiers DD qui s'installent et qui prennent la forme de ce qu'ils trouvent. Et comme il n'y a quasi rien, ils ont la forme vraiment de choses très élémentaires. On peut les retrouver, on les retrouve dans des personnes parfois, des très très vieux DD. Donc voilà, premier rapport de petits DD. Donc il faut savoir que nous, l'impression sur la planète Terre, quand on va dans l'éther, à cette époque-là, l'impression, avant que les petits DD arrivent, c'est un monde, la vibration est cool. Parce qu'en fait, il n'y a pas de DD. Pour de vrai, c'est une vie élémentaire, simple. Ça n'a rien à voir avec la vie d'aujourd'hui, quoi. C'est vraiment élémentaire. Donc ensuite, après ce petit intermède, création des petits, pluie de petits DD, vers 500 millions d'années, donc là, on revient, on ressème un petit peu, hop, on prend notre petit semoir, donc c'est toujours la même chose, on a des jardiniers de la Terre qui conçoivent, à chaque fois que je dis qu'il y a des espèces qui sont semées, c'est toujours la même chose. Un jardinier de la Terre arrive, il conçoit une espèce, il en conçoit suffisamment pour que ça puisse envahir les océans, par exemple, des trilobites, les choses comme ça. Il en conçoit 1 million, 1 milliard, et hop, il les jette dans l'océan, ils se dispersent et ils commencent à se reproduire d'eux-mêmes. Donc là, vers 500 millions d'années, on commence à faire des arthropodes. Il y a les premiers vertébrés qui sont qui sont injectés sur Terre, et, enfin plutôt dans les océans d'ailleurs, des vertébrés. Et c'est ce qu'on appelle là, ça a été un gros travail. Là, on est arrivé beaucoup plus nombreux. Là, il y a eu beaucoup plus de monde et on a passé un peu plus de temps parce que là, c'est la période que les humains appellent le Big Bang du Cambrien. Donc là, bizarrement, en fait, sans aucune explication scientifique logique, tout d'un coup, la vie explose. Bon, là, on était beaucoup plus nombreux, on a passé beaucoup plus de temps et on a, je dirais, étage par étage de vie, on a complété tout un tas de choses parce que les conditions le permettaient. On a toujours attendu que les conditions atmosphériques, les conditions permettent de poser des vies. Parce que si c'est pour mettre des animaux, des insectes ou des choses comme ça, puis que ça meurt, parce que de toute façon l'atmosphère n'est pas prête, c'est complètement débile. En fait, donc c'est un cycle parfaitement huilé. On attend d'obtenir des taux d'oxygène, des taux d'acidité, des taux de tout, en fait, corrects, de façon à ce que la vie puisse être posée et ne pas crever. En fait, les jardiniers de la Terre ne sont pas teubés. Le travail, c'est de bien faire les choses, c'est pas de faire les choses à moitié. Et vous verrez déjà, c'est suffisamment compliqué comme ça. Donc là, véritablement, on passe beaucoup de temps, enfin beaucoup, on passe du temps. C'est très rapide quand même, au vu de la vie qui est injectée, c'est très rapidement fait quand même, hein, ça ne prend pas des années, on ne reste pas des années entières à créer, on va faire notre petit travail, on crée les choses, on injecte. La facilité avec laquelle c'est fait est justifiée par l'âge des jardiniers et l'expérience et une capacité, on va dire, une capacité mentale de création qui est hors norme. Donc voilà. Donc là, beaucoup de choses sont faites à 500 millions d'années. Il y a énormément de vie qui est injectée et qui va être trouvée, bien sûr, par nos petits scientifiques dans les couches de fossiles. Ensuite, premier événement, non pas dramatique, mais en tout cas naturel. À 438 millions d'années, à peu près, on a la première extinction de masse. Alors, qu'est-ce qui a créé cette extinction de masse? En fait, nous, là, on a vu que c'était la barrière de photons du multivers, donc qui est passée par là. Donc, visiblement, elle est plus rapide. J'avais fait une vidéo en expliquant les barrières de photons, qu'elle passait, patati patata, mais visiblement, il semblerait que la barrière de photons du multivers soit beaucoup plus rapide que la nôtre.
En fait, la barrière de photons de la galaxie passe à peu près tous les 750 millions d'années. Et en fait, là, la barrière de photons du multivers, semble-t-il, passe plutôt tous les 440 millions d'années. Donc, elle est beaucoup plus rapide. Bon, ça tient du fait que, c'est bête à dire, mais plus c'est grand, plus c'est rapide. Dans l'univers, dans le multivers, il est assez impressionnant de voir que les vitesses augmentent au fur et à mesure que les tailles augmentent. Donc, bon, ça, c'est d'autres connaissances. Donc là, on a vu que cette barrière de photons, elle passe. Bon, c'est un élément qui va pousser la vie à s'éteindre sur certaines choses et ça va amener d'autres possibilités et ça va faire des rectifications dans la vie. En fait, ce photon, en fait, cette matière énergétique qui passe, ça crée d'autres possibilités. Donc là, extinction massive qui va donner lieu au fait qu'on revient. Bon, allez, la barrière de photons a fait son tri. Nous, on revient et là, on commence à mettre des plantes terrestres. Modification, on modifie, le système a été modifié par la barrière de photons, ce qui a instauré en fait un nouveau rythme. En fait, pour la planète, des choses dans le système solaire changent quand une barrière de photons passe. Donc il y a des modifications du système solaire, il y a des élargissements, l'énergie est différente, le soleil est différent. À chaque fois, c'est un ensemençage, on va dire là, énergétique sur le plan du photon, sur le plan de la matière fondamentale qui crée les systèmes. Donc ça a permis aux jardiniers de la Terre de revenir et de commencer à mettre des plantes terrestres. Parce qu'en fait, là, les vibrations étaient différentes. Donc là, grosse semis, les plantes terrestres, ça veut dire qu'on commence à semer des plantes extrêmement, on va dire, là, c'est pareil, on va pas venir et mettre quelques petites graines, c'est pas comme ça que ça marche, on n'a pas nos petits paquets de graines et on jette. Non, on va créer des plantes directement, on crée des plantes, on les implante directement dans le sol et elles sont créées reproductives, elles sont créées à même le sol. On va pas faire un semis, une petite graine, pouf, on plante, on arrose, ça va pas assez vite. Donc brutalement, on crée des îlots de végétation à droite, à gauche sur la planète, là où c'est possible. On ne se met pas au-dessus d'un volcan, enfin on se met dans des zones qui semblent plus viables que les zones où c'est moins viable. Et là, on met des plantes un petit peu extrêmes qui sont capables de pousser avec quasi rien, juste un peu de flotte et une atmosphère qui n'est pas top. C'est pas grave, on met des plantes parfaites pour ça. Donc là, ensuite, la végétation se développe parce qu'on est encore sous système tropical extrême. Il pleut beaucoup, il fait assez chaud, donc les plantes, elles poussent comme des dingues. Donc voilà. Ensuite, à moins 400 millions d'années, là, on commence à les sortes de poissons placodermes. Donc, c'est des poissons qui sembleraient n'ont pas véritablement de squelette. C'est pas des poissons osseux. C'est un petit peu ils sont encore certainement vertébrés, mais on ne sait pas trop comment c'est fait. Bon, je me renseigne pas sur tout, j'ai pas le temps. Moi, je vous dis ce qui a existé en fonction de ce qu'ont trouvé les humains. Il faut savoir que c'est pareil. On a trouvé quelques poissons placodermes, il en existait des milliers d'autres, puisque les jardiniers de la Terre, on ne va pas faire 3 poissons, on fait des variétés qu'on sait être adaptées. Donc, il y a des thérapsis qui ont été créés. Bon, c'est l'époque des arthropodes terrestres. Donc, hop, il y a des petites choses sur Terre qui sont semées, puisqu'on commence à avoir des plantes. On peut commencer à avoir des créatures qui vivent parmi les plantes. Bon, il ne faut pas oublier qu'on a déjà certainement des petits insectes, toutes les bactéries, des petits champignons, des choses comme ça qui vont. Il y a énormément de vie qui est injectée à chaque fois. On attend un petit peu que les choses se développent, mais en même temps qu'on met les plantes, on met les mycéliums, c'est évident. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont créées. Je ne peux pas faire le détail de tout, puisque là, ça me prendrait autant d'années pour vous le décrire que pour le créer. Donc là, je ne peux pas. C'est trop. Donc, à peu près à 367 millions d'années, donc entre 400 et 367, il y a quelques millions d'années qui sont passées, et manque de peau, poum, extinction de masse. Donc là, cette fois-ci, c'est dû à une planète orpheline, en fait, et les planètes qui circulent comme ça dans l'univers. Nos petits astronomes en culotte courte, en fait, ont fini par voir qu'il y en avait beaucoup. Et effectivement, il y a beaucoup de planètes qui parfois quittent des systèmes solaires. Les systèmes solaires explosent quand ils arrivent à la fin. Et certaines planètes sont très résistantes et donc ne sont pas détruites dans l'extinction d'un système solaire, par exemple. Et celle-là, c'est le cas. C'est une planète qui a été éjectée de son système solaire quand il a été détruit. Et elle était extrêmement solide. C'est une planète qui est très métallique,
fortement métallique, avec tout un tas de composés métalliques dedans. Et quand elle est passée en fait dans le système solaire, elle a un petit peu bousculé les choses puisqu'elle était assez grosse et elle avait des attractions extrêmement perturbantes pour tout le système solaire. De ce fait, elle a dérangé le système solaire véritablement, très correctement, et ça a créé on va dire, une adaptation du système solaire quand elle est passée, et ça a créé une extinction de masse. Donc, évidemment, du coup, nous, on est revenu, hop, et ensuite, on a commencé à créer encore un peu plus de vie, parce que quand ça réorganise, évidemment, ça change les choses. Un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche, il faut réadapter la vie, et il faut la compléter. Donc là, hop, on a commencé. Bon, c'est à cette époque-là que les nautiloïdes enroulés, en fait, ont vu le jour, et tout un tas d'autres choses, on crée en fonction de l'état, en fait, des modifications. Alors, ensuite, à la suite, il y a eu, on va dire, là, on rentre véritablement dans la vie très prospère, donc on revient, moins 360 millions d'années, il y a les amphibiens, les insectes ailés, comme les libellules et des choses comme ça, donc on a beaucoup de choses qui ont été créées. Moins 350, il y a les mésosaurus et les petits reptiles et beaucoup d'autres choses. Donc là, ça, c'est pareil, on sème, parce que le monde permet ça. En fait, l'atmosphère se nettoie. Les plantes, évidemment, n'arrêtent pas de filtrer, de créer de l'oxygène. Donc en fait, on monte en oxygène, on descend en dioxyde de carbone. Le soufre est filtré par les plantes et en fait injecté dans le sol, tout simplement par les plantes. Les plantes s'en nourrissent, elles le métabolisent et en fait, voilà, ça crée en fait des matières supplémentaires. Donc il y a énormément d'humus qui est créé par ces plantes qui vivent et qui meurent à un rythme phénoménal et qui créent de la terre végétale sur des quantités incroyables. Là, on est sur les périodes où vont se créer en fait bien plus tard en fait le charbon qui est issu de la décomposition et de l'époque humifère. En fait, il y a de l'humus. Ça fait des couches, c'est tellement rapide en fait, et après il y a eu tellement d'autres événements que ça a fini par faire du charbon. Et ce qu'on appellera le carbonifère. Donc là, ensuite, moins 300 millions d'années, petit événement métaphysique de base, quelques petits dédés en forme reptilien se pointent. Donc là, en fait, on a une espèce de dédé qui se prennent pour des reptiliens, donc qui arrivent sur Terre et qui voient que ce monde est possiblement polluable, donc ils s'installent, ils font une civilisation de petits dédés à forme de reptiliens. Donc là, on est dans l'énergétique, on n'est pas du tout dans le physique. Il n'y a pas eu de reptiliens qui se sont installés pour faire leur petite maison, leur petite civilisation. Donc ça, c'est dans l'éther, pas dans le physique. Il y a 270 millions d'années, on a des dimétrodons et beaucoup d'autres espèces qui ont été créées. Donc là, on grossit en espèces, on a de plus en plus de végétal et on a de plus en plus donc d'animaux qui mangent du végétal. On continue de créer du compost, en gros. Donc, moins 248 millions d'années, pas de chance, petit incident technique, et là c'est un peu dû aux jardiniers de la Terre. Donc là, extinction de masse, que se passe-t-il ? Cette extinction de masse, en fait, c'est une boulette. Donc, c'est pas les jardiniers vraiment de la Terre, c'est pas les adultes, c'est les enfants. Il y a des petits enfants sur Paris-Estiran qui ont envie de faire les cons. Donc, ils sont jeunes, ils ont déjà des très bonnes capacités métaphysiques. Donc, ils prennent un vaisseau et ils vont faire un tour sur Terre pour aller voir à quoi ça ressemble, puisque les adultes, entre eux, en parlent. Les adultes disent, oui, on a fait ci, on a fait ça, patati patata. Donc, les gaminous, les tout petits, en fait, qui ont déjà de très bonnes capacités, prennent un vaisseau, vont sur Terre, se stationnent, débarquent un peu. Bon, ils sont pas très nombreux, hein. Ils sont pas très nombreux, c'est une petite poignée d'une quinzaine de bébés jardiniers de la Terre. Bon, ils sont déjà grands, hein, tout ça, mais ils prennent le vaisseau, ils stationnent, ils mettent le vaisseau sur la béquille et en fait, voilà, ils commencent à arpenter le sol, ils visitent un peu et en fait, comme ils sont quand même inexpérimentés de façon complète, ils peuvent déplacer un vaisseau, ils peuvent injecter de l'énergie, ils ont déjà tout un tas de technologies qu'ils maîtrisent, mais en fait, ils n'ont pas encore affiné leur sens de la captation des dangers, et donc ils ne peuvent pas en fait être connectés suffisamment
au multivers ou à l'univers, pour détecter qu'à un moment donné, le vaisseau est stationné dans la haute atmosphère, eux sont descendus dans des petites navettes et s'amusent à regarder la création parce qu'ils trouvent ça super sympa, ça sera leur boulot plus tard. Et en fait, là, le grand vaisseau en fait, est simplement heurté par une météorite. Et en fait, le problème, c'est que ce sont des vaisseaux qui disposent d'énergie, en fait, de réserves d'énergie hyper importantes, et donc qui fonctionnent avec des énergies très haut de gamme. Donc la météorite, en fait, impacte le vaisseau lui-même explose, met le feu à l'atmosphère. Le problème est là, quoi, ça va enflammer une bonne partie de l'atmosphère, parce qu'il y avait de l'oxygène. Et du coup, bon, bah, c'est la grosse bêtise. Pariès-Tyran, donc les adultes de Pariès-Tyran, quand tout d'un coup, tink, ils captent, ils se disent mince, il se passe une connerie. On arrive avec un autre vaisseau, on ramasse les gamins qui sont en vie sur Terre, bon, qui se sont réfugiés dans leur vaisseau, dans leur petite navette. Bon, il y a eu des enfants, entre guillemets, de Pariès-Tyran et d'autres mondes qui sont morts, puisque ceux qui étaient sur le vaisseau ont explosé avec la météorite et le vaisseau. Et du coup, il a fallu restaurer, on va dire, les bêtises des enfants. Et donc, on est revenu et on a restauré le plus possible déjà tout ce qui était existant. Donc, on a recréé de l'atmosphère un petit peu. On a regardé ce qu'on pouvait faire et on en a profité, bien sûr, pour réinjecter de la vie, hein, parce que forcément, il y avait eu de la destruction. Donc, on a réinjecté de la vie. Bon, là, on est sur la période 248 millions d'années, et c'est ce qu'on appelle le Trias. Donc là, il y a des rajouts qui sont faits, des tortues marines, des sortes d'oiseaux, et bien plus. En fait, on en profite pour réinjecter, puisqu'il y a eu des changements atmosphériques dus à cette énorme explosion. Donc bon, c'est pas bien, hein, les enfants. Peut-être qu'il y en a encore qui sont en vie, là, qui sont sur Pariès-Tyran et qui se disent non, c'est pas possible, c'est pas nous, ils parlent pas de nous. Donc bon, c'est on va dire, ce sont les épisodes de la création. Il y a des fois, on prévoit pas tout et pourtant ça arrive. La source aime bien jouer quand même. Donc là, il se passe presque 40 millions d'années et la vie évolue, continue pendant 40 millions d'années. Bon, c'est une vie très abondante et là, vers 208 millions d'années, poum, extinction de masse. Alors, qui a fait quoi? Alors bon, c'est assez embêtant parce que bon, 40 millions d'années, bon, c'est énorme, donc il y a une vie phénoménale qui se développe, c'est pas le problème, hein. Mais bon, après, re-extinction de masse. Alors là, c'est dû, il y a 208 millions d'années, à une planète dont l'Observant avait parlé, ce qu'on appelle la planète pétrole, en fait, puisque le pétrole n'est absolument pas issu de la Terre, il n'a jamais été présent naturellement sur Terre, en fait, c'est véritablement un rajout extérieur. Là, c'est une planète orpheline, pareil, poussée par une explosion, poussée par un événement cosmique quelconque. Elle circule dans l'atmosphère en fait de notre système solaire. Elle n'est pas très grande, mais néanmoins suffisamment pour en fait là. Oui. C'est celle-ci qui a poussé, oui. Oui, c'est ça. Donc là, la planète pétrole, elle heurte. Alors, elle va pas heurter de plein fouet face à face. Simplement, elle va rebondir sur la Terre. Sa trajectoire n'est pas face à face, mais simplement légèrement, elle va juste heurter. Elle est plus petite, donc la Terre va quand même opérer une forte résistance. Et en fait, cette planète était quasiment entièrement recouverte de pétrole. C'était une planète qui était comme ça. Du coup, en heurtant la planète, le choc est suffisant pour qu'il y ait tous les océans de cette planète qui n'étaient que du pétrole se déversent sur la planète Terre. Et là, on a une pollution énorme qui a lieu. On va dire cette matière, le pétrole, en fait, se jette sur la planète Terre et en fait envahit tout, mais il est en surface, donc il étouffe tout. Et c'est un problème. Bon, il y a peut-être des zones où, en fait, bon, un peu sur les hauteurs, les montagnes, certaines zones qui n'ont pas été touchées, en fait, il y a quand même du pétrole partout. Donc, les jardiniers de la Terre, on se pointe. Vu la nature de la matière, simplement, on décide de la faire descendre dans les couches. Donc là, on force. Là, on parle bien de création. Donc là, les jardiniers de la Terre, en fait, par le mental, vont créer des forces de pénétration et vont pousser le pétrole dans les couches les plus étanches. Donc le pétrole est poussé à s'enfoncer
dans certaines couches. Certaines zones qui sont fortement dévastées, colmatées, on crée carrément de la terre. On va peut-être prélever à certains endroits des humus, des choses comme ça. On crée des couches de terre tout autour pour en fait combler par-dessus le pétrole, de façon à ce que le pétrole soit isolé. Bon, on aurait pu le retirer, mais visiblement la source préférait que le pétrole soit présent sur Terre pour pouvoir créer l'ère du pétrole et du gasoil et des voitures, donc créer une ère technologique décadente. Donc on va dire, elle sème une chose pour que ça fasse une merde après. Bon, on va dire, on va pas revenir sur les raisons que la source a de faire des choses. C'est comme ça fait partie d'un tout. Mais là, véritablement, les jardiniers de la Terre arrivent et font du nettoyage. Ils comblent des zones entières en créant de la terre. Là, à partir de rien, on crée carrément de la terre. On exporte de l'éther par la création des milliards de mètres cubes de terre partout, et on recouvre des secteurs entiers qui posent problème, puisqu'on ne peut pas trop enfoncer le pétrole, il ne va pas descendre. Donc très bien, on recouvre par-dessus, on met tout un tas, on modifie véritablement la terre et on l'épaissit un peu, de façon totalement artificielle. Bon, gros boulot, et évidemment, on recrée des espèces, on va en profiter pour réensemencer, bien sûr, et on va pousser, là on a les petits mammifères qui font leur entrée, donc il n'y en avait pas avant, là c'est hop, on crée des petits mammifères, parce que c'est toujours pareil, la planète évolue, et chaque perturbation va bien sûr créer une nouvelle possibilité de semer d'autres vies, et de faire avancer le concept en fait de création. Ça, il y a un plan précis, un jardinier de la Terre, il prend et il feuillete un petit peu les milliards d'années, il regarde ce qu'il a à faire à l'avance. C'est pas un effet de création, je dirais, hasardeux, qui se fait comme ça, on ne sait pas trop ce qu'on fait, non, on peut regarder dans l'éther très 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 à l'avance pour savoir un petit peu les étapes, et en fonction on s'adapte. Donc, mais on ne cherche pas à tout savoir. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien. On ne va pas passer des dizaines et des centaines de milliers d'heures dans les terres pour regarder chaque détail de ce qui concerne la Terre. Quand un événement cosmique, comme une planète qui va heurter, on laisse faire, puisque c'est la source qui dit, allez hop, une petite planète pétrole, et on arrive et on résout les problèmes. Parce qu'il n'est pas prévu qu'on évite tout, il est prévu qu'on s'adapte. C'est pas, les jardiniers de la Terre n'essaye pas de tout sauver tout le temps, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Il laisse faire. C'est la fluidité. On intervient en cas de nécessité. Un petit avion qui passe. Donc on ne prévoit pas tout à l'avance, et on n'est pas tout le temps en train d'intervenir. Sinon, en fait, on interviendrait tout le temps pour que ne pas arrive ça, ne pas arrive ça, ne pas arrive ça. On s'en sort plus, quoi. On laisse faire, et ensuite, quand il y a vraiment un problème, on soigne, on fait les choses. Donc voilà, la création des petits mammifères, bientôt l'être humain qui y arrivera peut-être. Donc ensuite vers 205 millions d'années, alors entre 205 et 140 millions d'années, là on complète les espèces, les oiseaux, plus d'oiseaux, les plantes à fleurs. Donc parce que précédemment, il n'y avait que des plantes qui ne faisaient pas réellement de fleurs, donc qui se reproduisaient, on va dire, plus par le marcottage naturel et l'expansion, mais il n'y avait pas de fleurs, parce qu'il n'y avait pas d'abeilles, ça ne servait à rien. Donc là, on a les plantes à fleurs, il y a beaucoup de crustacés qui sont créés, les océans deviennent de plus en plus accessibles à de nouvelles espèces, et là, du coup, à la suite de ça, il y a les abeilles qui sont injectées. Là, on est sur la période des grands dinosaures. On a beaucoup de végétation. Il fait beau, il fait bon. On a les ptérodons, les tyrannosaures. Donc là, on a toute la grande. Là, le gigantisme est en fonction. Là, on a les grands dinosaures. Le gigantisme est en fonction du fait que la planète peut nourrir véritablement des tonnes et des tonnes d'animaux. Donc, il y en a des tonnes. Et il y en a partout. Et sauf les zones hautement volcaniques où il y a encore des zones très chaudes. Donc il se passe parfois des événements brutaux. Il y a des mini-extinctions dues à un volcan, dues à ci, dues à ça. Donc ça c'est des petits événements. On va dire à l'échelle de la planète, une petite région est dévastée par un volcan, pas grave. Les animaux fuient, les animaux meurent.
Il y en a plein d'autres à côté, c'est pas grave. Ça, nous, on gère pas, on s'en occupe pas, c'est des détails. Donc là, ensuite, on l'a dans les océans, c'est l'époque des mosasaures, donc très grands crocodiles, il me semble. Les poissons osseux arrivent, puisque véritablement avant, ils étaient soi-disant pas osseux. Donc, et ensuite, les poissons osseux, c'est le genre de dauphin, par exemple. Et beaucoup plus de choses, en fait, donc, sont créées. Là, la vie bat son plein. C'est une époque qui est assez bien connue parce que là, on a beaucoup de, quand même, c'est assez proche, donc on a beaucoup plus de, on va dire, c'est un moment où il y a beaucoup plus de vie, beaucoup plus en plus grosse quantité. Les gros dinosaures, des choses comme ça, c'est toujours facile, enfin, c'est plus facile à trouver que des petites bêtes. Et c'est moins loin, en fait. Donc, dans les couches géologiques, c'est plus accessible pour les êtres humains d'avoir trouvé tout ça. Ça, c'est une période qui est bien documentée au niveau en fait, des fossiles. Période extrêmement... la vie est de plus en plus, on va dire, représentée. Alors, ensuite, vers 65 millions d'années, extinction de masse, encore... Il faut que j'arrive à finir en 1 heure. Extinction de masse, alors là, c'est une grosse comète. Bon, celle-ci est connue, mais bon, véritablement, ce n'était pas une seule grosse comète. Hein. Il y avait une grosse et il y avait plein de petites comètes à côté. Là, elle impacte le sol terrestre. Bon, elle détruit une très grosse partie. Effectivement, là, c'est encore une grosse extinction de masse. Et la Terre, là, à ce moment-là, en fait, recule. Véritablement, bon, il y avait déjà des êtres humains, je vous expliquerai, les jardiniers de la Terre habitaient sur Terre aussi à cette époque-là, un petit peu, on traînait dans le coin. Donc là, à cette époque-là, la Terre recule, puisque l'impact est suffisant pour arrêter, la Terre s'arrête de tourner, et la Terre recule légèrement dans le système solaire, il y a une petite refonte des équilibres magnétiques du système solaire, et certainement que la Terre, en fait, était légèrement repoussée par le Soleil, en fait, était en légère croissance, donc en fait, là, la Terre recule véritablement dans le système solaire. De ce fait, en fait, on assiste au concept où la température va légèrement descendre, parce que précédemment, on était sur un système hyper tropical. Il y avait quasiment pas de glace au pôle, voire pas du tout. Il y avait une couverture nuageuse énorme et il faisait très chaud. Mais partout sur Terre, c'est un système tropical partout sur Terre. Et là, on a donc une refonte du système en fait terrestre, c'est-à-dire que là, les continents continuent de bouger, hein, comme ils l'ont toujours fait, hop, ils bougent gentiment. Et là, on va avoir la création du premier primate, puisqu'en fait, véritablement, on va pouvoir mettre des espèces qui ont besoin qu'il fasse un peu plus frais pour exister. Donc, en fait, le système reptilien, entre guillemets, les grands dinosaures, des choses comme ça, ont besoin d'énormément de chaleur. Donc, en fait, ils vont proliférer avant cette époque-là, et après cette époque-là, évidemment, il prolifère beaucoup moins. Néanmoins, il faut savoir qu'il en est resté, hein, c'est pas le problème, il restait tout un tas de dinosaures, de gros spécimens même, il en est resté jusqu'à la période de l'Atlantide, c'est pour dire. Donc, et en fait, donc, à cette période-là, donc, la planète s'arrête de tourner, recule légèrement, alors un recul, on va dire, naturel, le soleil la pousse légèrement, il y a une petite pression solaire. Conclusion, ça permet que la planète s'installe dans une zone de vie légèrement différente. Ça va permettre là d'injecter des êtres qui produisent leur propre chaleur et qui sont plus adaptés à un climat qui va pouvoir se construire de façon différente. Là, en gros, sur la planète avant, c'était chaud, très chaud, vaguement chaud, très très humide, très très maxi humide, trop humide, pas assez humide. Mais en gros, c'était tropical partout. Il pleuvait très fréquemment, la végétation en fait tournait à une vitesse phénoménale. Et en fait, bon voilà, c'était conditions tropicales, nuageuses. On ne voyait jamais le soleil, ça je tiens à le dire. On va dire, je l'ai déjà expliqué, l'Obsa en parlait. À cette époque-là, il y avait une couche nuageuse tellement épaisse qu'on ne voyait pas le soleil. Du fait, les UV, bien qu'étant plus près, étaient filtrés. Du coup, les animaux n'étaient pas en fait cramés par un soleil en étant trop près. Là, c'est totalement différent. On était protégé par une couche nuageuse très épaisse qui permettait qu'en fait, ça tempérait les choses, mais il faisait quand même bien chaud. Évidemment, si on partait plus vers les pôles, il faisait un peu plus frais, mais on restait en zone tropicale
un peu plus fraîche. Mais vraiment sur les zones tropicales chaudes, il y avait énormément d'humidité et il y avait des animaux tout à fait adaptés à tout ça. Là, on a les premiers primates qui sont injectés, donc on commence à... Alors, j'expliquerai un petit peu plus tard, ouais, ça va dépasser, il n'y a pas à dire, on n'arrive pas à faire trop court, surtout pour la création, on va dire, du monde. Donc là, à cette époque-là, les jardiniers de la Terre ont déjà fait des expériences